Chapitre 5. Jack et Lily. Quand le camion de Speedy eut quitté la route pour disparaître sous le portail du parc d'attractions, Jack se mit en marche vers l'hôtel. Un talisman, dans un autre Alhambra, au bord d'un autre océan. Son cœur lui semblait vide. Sans Speedy à ses côtés, la tâche lui semblait gigantesque, démesurée, vague aussi. Pendant que Speedy lui parlait, Jack avait eu l'impression de presque comprendre tout le fatras d'indices, de menaces et de recommandations de son vieux copain. Mais à présent, c'était vraiment redevenu un fatras incompréhensible. Pourtant les territoires existaient. Il se raccrocha à cette certitude du mieux qu'il put, ce qui le réconforta et le refroidit à la fois. Ils existaient et il allait y retourner. Même s'il devait se comporter en pèlerin ignorant, il irait. À présent, il ne lui restait plus qu'à convaincre sa mère. Un talisman, se dit-il en lui-même, prenant le mot pour la chose. Il traversa l'avenue de l'embarcadère déserte et grimpa 4 à 4 les marches qui menaient au chemin bordé de haies. Une fois la porte refermée, l'obscurité à l'intérieur de l'Alhambra le surprit. Le hall était une longue caverne dont un seul feu aurait pu disperser les ombres. Le portier blafard, oscillant derrière le comptoir de la réception, transperça Jack de son regard blanc. C'était un message, oui. Jack avala sa salive et détourna les yeux. Et bien que l'intention de l'homme fût toute de mépris, Jack se sentit plus fort, plus déterminé. Il se dirigea vers les ascenseurs, tête haute et sans se presser. « Tu fricotes avec les nègres, hein ? Tu les laisses mettre le bras autour de toi, hein ?» L'ascenseur atterrit comme un gros oiseau avec un lourd bruissement d'ailes. Les portes s'ouvrirent et Jack se faufila à l'intérieur. Il se retourna pour appuyer sur le bouton marqué d'un 4 lumineux. Le portier, spectre immobile derrière son comptoir, lui envoyait son message débile. « Tu fais ça avec les nègres, tu fais ça avec les nègres. C'est ça qui te plaît, hein, morveux? Tu les aimes gros, c'est noir, hein ?» Les portes se refermèrent charitablement. L'ascenseur démarra brusquement et l'estomac de Jack lui descendit dans les talons. La haine resta en bas dans le hall. L'atmosphère de l'ascenseur s'allégea dès qu'il s'éleva au-dessus du premier étage. Maintenant, il ne restait plus à Jack qu'à annoncer à sa mère qu'il devait partir seul pour la Californie. Ne laisse surtout pas l'oncle Morgan signer des papiers à ta place. En sortant de l'ascenseur, Jack se demanda pour la première fois si Richard Sloat savait qui était vraiment son père. Il passa devant les candélabres vides et les tableaux représentant des mers agitées et écumeuses, pour arriver devant la porte 408 entr'ouverte, qui révélait quelques centimètres de la moquette pâle du salon. La lumière du soleil pénétrant par la fenêtre dessinait un long rectangle clair sur le mur. « Dis donc, maman, » fit Jack en entrant dans la pièce. « Tu as laissé la porte ouverte, qu'est-ce qui se... » Il était seul dans la pièce. « Passe, » dit-il, en s'adressant au meuble. « Maman ?» Le désordre semblait s'être faufilé dans ce séjour si net. Un cendrier débordant de mégots, un verre d'eau à moitié plein sur la table basse. Cette fois, Jack se jura de ne pas paniquer. Il tourna lentement sur lui-même. La porte de la chambre de sa mère était ouverte. La chambre elle-même était aussi sombre que le hall de l'hôtel, car Lily n'avait pas tiré les rideaux. « Hé maman, je sais que t'es là !» dit-il, et il traversa la chambre vide pour aller frapper à la porte de la salle de bain. Pas de réponse. Jack poussa la porte et vit une brosse à dents sur le bord du lavabo et une brosse à cheveux abandonnée sur la coiffeuse, avec des cheveux pris dans les soies. « Laura de l'Océane !» dit une voix dans l'esprit de Jack, et il sortit de la petite salle de bain. Ce nom l'avait piqué au vif. « Oh non, ça suffit, se dit-il. Où est-ce qu'elle est allée ?» Il le voyait déjà. Il ne voyait même que ça en entrant dans sa propre chambre, en jetant un coup d'œil sur son lit chiffonné, son sac à dos vide, sa petite pile de bouquins, ses chaussettes roulées sur la commode. Il le voyait en entrant dans sa salle de bain, où les serviettes étaient éparpillées dans un désordre oriental sur le sol, les bords de la baignoire et les étagères en formica. Il voyait Morgan Sloat forçant la porte, attrapant sa mère par le bras, l'obligeant à le suivre jusqu'en bas. Jack se rua dans le salon et regarda derrière le divan. La faisant sortir par une porte de service et la poussant dans une voiture, il voyait les yeux de Morgan Sloat devenir jaunes. Il souleva le combiné et appuya sur le 0. « Allô, ici, Jack Sawyer. Je suis dans la chambre 408.
Est-ce que ma mère a laissé un message pour moi? Elle devait être ici et je ne sais pas pourquoi. Je vais voir, dit la jeune fille, et Jack, au supplice, étreignit le récepteur jusqu'à ce qu'elle revienne. Il n'y a pas de message pour la 408. Je regrette. Et pour le 407, c'est la même chose. Ah bon? Est-ce qu'elle a reçu de la visite il y a une demi-heure? Je veux dire, est-ce que quelqu'un est venu la voir ce matin? Il faut demander à la réception, dit la jeune fille. Je ne peux pas le savoir. Voulez-vous que je me renseigne? S'il vous plaît. Oh, ça me fait plaisir d'avoir quelque chose à faire dans cette morgue, dit-elle. Ne quittez pas. Le supplice continuait. Quand elle revint, ce fut pour lui annoncer. Il n'y a pas eu de visite, mais elle a peut-être laissé un message quelque part dans l'appartement. Oui, je vais vérifier, dit-il tristement, et il raccrocha. Le portier lui dirait-il la vérité? Ou Morgan Sloat avait-il glissé dans sa grosse patte un billet de 20$ plié comme un timbre-poste? Ça aussi, Jack le voyait. Il se laissa tomber sur le divan, réfrénant une envie irrésistible de regarder sous les coussins. Évidemment, l'oncle Morgan n'était pas venu en personne enlever sa mère. Il était encore en Californie, mais il pouvait très bien avoir envoyé ses sbires pour le faire. Ces types dont Speedy avait parlé, les étrangers, qui avaient un pied dans chaque monde. Il se leva brusquement et se précipita dans le couloir, en refermant la porte derrière lui. Après avoir fait quelques pas, il fit demi-tour et rouvrit la porte avec sa clé. Il poussa le battant de quelques centimètres et retourna en courant vers les ascenseurs. Il envisageait l'éventualité qu'elle fût sortie sans ses clés. Elle était peut-être allée faire un tour dans les boutiques du hall, ou acheter un journal ou des magazines au kiosque. Mais il ne l'avait pas vue acheter un journal depuis le début de l'été. Elle écoutait les nouvelles à la radio. Elle avait dû aller faire un tour dehors. C'est ça, elle était partie prendre l'air en respirant à fond. Faire un petit jogging peut-être. Lily Cavanaugh, en train de piquer un 100 mètres. Elle avait installé des haies sur la plage et s'entraînait pour les prochains Jeux Olympiques. Dès que l'ascenseur le déposa au rez-de-chaussée, il se rendit directement à la boutique où une femme blonde d'âge mûr, derrière un comptoir, le dévisagea par-dessus ses lunettes. Des animaux en peluche, une minuscule pile de journaux anémiques, un rayon de rouge à lèvres aromatisé. Sortant des poches des présentoirs, les magazines People, Us, le New Hampshire Magazine. « Excusez-moi » fit Jack, et il tourna le dos. Il se retrouva en train de contempler une plaque de bronze à côté d'une immense plante verte flétrie. Elle commence à s'étioler. Elle va bientôt mourir. La dame de la boutique s'éclaircit la voix, et Jack se dit qu'il avait dû rester une éternité devant les paroles de Daniel Webster. « Oui » fit la dame derrière lui. « Excusez-moi » répéta Jack, et il retourna à la réception. L'horrible portier leva un sourcil, puis se détourna pour examiner un casier vide. Jack fit un effort pour s'approcher de lui. « Monsieur » dit-il devant le comptoir. Le portier faisait mine d'essayer de se rappeler la capitale de la Californie du Nord, ou le principal produit d'exportation du Pérou. « Monsieur » L'homme prit un air renfrogné. Il l'avait sur le bout des lèvres, il ne fallait pas le déranger. Il faisait un cinéma pas possible, et Jack le savait bien. « Pourriez-vous me donner un renseignement ?» fit-il. L'affreux bonhomme décida finalement de lui accorder son attention. « Ça dépend de ce que vous voulez savoir. » Jack décida d'ignorer le sarcasme voilé. « Avez-vous vu ma mère sortir de l'hôtel il n'y a pas longtemps ?»« Qu'est-ce que vous appelez pas longtemps ?» Maintenant le sarcasme était évident. « Je veux seulement savoir si vous l'avez vue sortir. »« Vous avez peur qu'elle vous ait vu main dans la main avec votre chérie ?»« Vous êtes vraiment un ignoble salaud !» lui dit Jack, surpris par sa propre réaction. « Non, je n'ai pas peur de ça. Je veux simplement savoir si elle est sortie, et si vous n'étiez pas aussi ignoble, vous me répondriez. » Il avait le visage tout rouge, et il s'aperçut qu'il serrait les poings. « Oui, elle est sortie !» dit le portier en reculant vers la rangée de casiers qui se trouvait derrière lui. « Mais vous pourriez surveiller vos paroles, mon petit. Vous feriez mieux de me faire des excuses, maître Sawyer. J'ai des yeux, moi aussi. Je sais des choses. »« Occupez-vous donc de vos oignons !» répliqua Jack en ressortant cette phrase qu'il avait entendue sur l'un des vieux disques de son père. Ça ne collait peut-être pas vraiment à la situation, mais ça sonnait bien. Et le portier tiqua. Jack avait atteint le but voulu. « Elle est peut-être dans le jardin, je n'en sais rien », fit le type d'un air lugubre. Mais Jack avait déjà filé. Jack vit immédiatement que la Madone des drive-in, la reine des séries B, n'était nulle part dans les grands jardins qui s'étendaient devant l'hôtel. Il l'aurait d'ailleurs aperçu en rentrant tout à l'heure. Et puis ce n'était pas le genre de Lily Cavanaugh d'aller musarder dans les jardins. Ça lui ressemblait aussi peu que faire une course d'obstacles sur la plage.
Quelques voitures passèrent dans l'avenue de l'embarcadère. Une mouette poussa un cri au-dessus de lui, et le cœur de Jack se serra. Il regarda des deux côtés de la rue en se passant la main dans les cheveux. Elle s'était peut-être posé des questions à propos de Speedy. Elle avait peut-être voulu en savoir davantage sur le nouveau copain, plutôt bizarre, de son fils, et avait été faire un tour au parc d'attractions. Mais pas plus qu'il ne l'imaginait faire une promenade romantique dans les jardins, Jack ne la voyait à Arcadia. Il prit une direction moins familière, celle de la ville. Séparée des jardins de l'Alhambra par une haie épaisse, la boutique du thé et de la confiture d'Arcadia était la première d'une rangée de commerces aux couleurs éclatantes. Ce salon de thé et le drugstore de la Nouvelle-Angleterre étaient les deux seuls endroits restés ouverts après le 1er septembre. Jack hésita un moment sur le trottoir craquelé. Un salon de thé, et encore moins une boutique du thé et de la confiture, était vraiment le dernier endroit susceptible d'être fréquenté par la Madone de Drive-In. Mais puisqu'il passait devant, autant aller y jeter un coup d'œil à travers la vitrine. Une femme avec un chignon fumait une cigarette devant sa caisse. Une serveuse en robe de rayonne rose était appuyée contre le mur. Jack ne vit aucun client. Puis soudain, tout au fond, il aperçut une vieille dame qui soulevait une tasse. À part la serveuse, elle était seule dans la salle. Il regarda la vieille dame reposer délicatement la tasse sur la soucoupe, puis prendre une cigarette dans son sac, et s'aperçut brusquement, et avec horreur, que cette vieille dame était sa mère. Un instant plus tard, l'impression de vieillesse avait disparu. Pourtant, cette image persistait en lui. C'était comme s'il la regardait à travers des lunettes à double foyer. Il voyait en même temps Lily Cavanaugh-Sawyer et cette vieille femme. Elle n'était en fait qu'une seule et même personne. Jack ouvrit la porte le plus doucement possible, mais fit tout de même tinter la clochette qui était au-dessus. La dame blonde de la caisse lui fit un petit signe de tête en souriant. La serveuse se redressa et lissa le devant de sa robe. Sa mère lui lança un regard étonné, puis lui fit un grand sourire. « C'est toi, mon petit vadrouilleur, » lui dit-elle. « Tu es tellement grand que je t'ai pris pour ton père quand tu es entré. Il m'arrive d'oublier que tu n'as que 12 ans. »« Tu m'as appelé petit vadrouilleur, » dit-il en tirant une chaise sur laquelle il se laissa tomber. Le visage de Lily était très pâle, et les cernes sous ses yeux ressemblaient à des meurtrissures. « C'est bien ainsi que ton père t'appelait, non ? Ça vient de me revenir. Tu as vadrouillé toute la matinée. »« Il m'appelait le petit vadrouilleur. Quelque chose comme ça. Je t'assure, quand tu étais tout petit, Jack la vadrouille, c'est ça. C'est comme ça qu'il t'appelait. Jack la vadrouille. Tu sais, quand tu cavalais partout sur la pelouse. Je me souviens, c'était drôle. Au fait, j'ai laissé la porte ouverte. Je ne savais plus si tu avais pris tes clés. »« J'ai vu, » fit-il, encore sous le coup de ce qu'il venait d'apprendre. « Tu veux manger quelque chose ? Je ne pouvais supporter l'idée de me faire un repas de plus dans cet hôtel. » La serveuse s'approcha de leur table. « Jeune homme, » fit-elle en levant son bloc de commande. « Comment savais-tu que je viendrais te chercher ici ? » « Et où voudrais-tu aller ? » répliqua sa mère, puis s'adressant à la serveuse. « Servez-lui le petit déjeuner 3 étoiles. Il grandit d'1 centimètre par jour. » Jack se renversa sur le dossier de sa chaise. Comment allait-il lui annoncer ça ? Sa mère le dévisageait avec curiosité. Il décida de ne pas attendre et se jeta à l'eau. « Maman, si je m'en vais pendant quelque temps, est-ce que tu iras bien ? » ?»« Que veux-tu dire par « est-ce que tu iras bien ?» ?»« Et que veux-tu dire par « pendant quelque temps ?» ?»« Est-ce que tu pourras te débrouiller seul ? Est-ce que l'oncle Morgan risque de t'embêter ? » ?»« Bien sûr que je peux me débrouiller seul. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jack ? Tu n'iras nulle part. »« Il faut que je parte, je t'assure, » lui dit-il. Puis il se rendit compte qu'il parlait comme un gosse qui réclame un jouet. Heureusement, la serveuse apportait les toasts et le jus de tomate. Il détourna les yeux un moment, et quand il la regarda à nouveau, sa mère était en train de prendre de la confiture dans un petit pot pour l'étaler sur un toast triangulaire. « Il faut que je parte, » insista-t-il. Sa mère lui tendit le toast. Elle avait l'air préoccupée mais ne dit rien. « Je serai peut-être absent assez longtemps. Je vais essayer de t'aider. C'est pour ça que je pars. »« M'aider ?» Et Jack s'aperçut que son incrédulité était à environ 75% authentique. « Je vais essayer de te sauver la vie. »« Rien que ça. Je peux le faire. Tu peux me sauver la vie. C'est très amusant, Jackie. Tu n'as jamais songé à faire de la production à la télé ? Tu ferais un malheur aux heures de grande écoute.
Elle avait reposé le couteau rougi de confiture et le regardait d'un air moqueur. Mais il vit deux choses derrière cette façade d'incompréhension. Une expression de terreur et le faible espoir, difficile à percevoir, que Jack put, qui sait, réussir. « Même si tu dis non, je partirai, dit-il. Alors tu ferais bien de me donner ta bénédiction. Tu me proposes vraiment un marché formidable, d'autant plus que je n'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Je n'en suis pas si sûr. Je crois que tu t'en doutes, maman. Papa, lui, aurait su de quoi je parle. » Lily rougit. Elle pinça la bouche qui ne fut plus qu'une ligne. « C'est tellement injuste de dire ça que tu devrais avoir honte, Jackie. Ce n'est pas un argument à utiliser contre moi. Je dis seulement que papa savait, lui. »« Eh bien, tu dis des conneries, mon chéri. » La serveuse, qui posait devant Jack une assiette d'œufs brouillés, de purée de pommes de terre et de saucisses, laissa échapper un soupir de désapprobation. Quand elle eut fini son cirque et qu'elle se fut éloignée, Lily haussa les épaules. « Je n'ai pas la côte avec le personnel de ce patelin, dit-elle. Mais une connerie est une connerie, comme dit Gertrude Stein. »« Maman, je vais te sauver la vie, » répéta Jack. « Et je dois aller très loin chercher quelque chose qui te guérira. Voilà pourquoi je dois partir. »« J'aimerais bien savoir de quoi tu parles. »« Juste une conversation ordinaire, se dit Jack. Aussi ordinaire que de demander la permission d'aller passer 2 nuits chez un copain. » Il coupa une saucisse en 2 et s'enfourra un morceau dans la bouche. Sa mère le regardait avec attention. Les saucisses liquidées, Jack engouffra une fourchette d'œufs. La bouteille de Speedy pesait comme une pierre contre ses reins. « J'aimerais que tu tiennes compte des petites remarques que je te fais, aussi bêtes qu'elles soient. » Jack avala les œufs et remplit sa bouche de pommes de terre. Elles étaient délicieuses. Lily croisa les mains devant elle. Plus il resterait sans rien dire, mieux elle l'écouterait quand il parlerait. Il faisait mine de se concentrer sur ce qu'il mangeait. Les œufs, les saucisses, les pommes de terre, les saucisses, les pommes de terre, les œufs, les pommes de terre, les œufs, les saucisses, jusqu'à ce qu'il sentît qu'elle s'apprêtait à l'engueuler. « Mon père m'appelait Jack la Vadrouille, se dit-il. Il ne s'était pas trompé. Il avait tapé dans le mille. « Jack !»« Maman, dit-il, est-ce que papa ne te téléphonait pas quelquefois de très loin alors qu'il était censé être en ville ?» Elle haussa les sourcils. « Autre chose, est-ce qu'il ne t'est pas arrivé d'entrer dans une pièce où il devait se trouver, où tu savais qu'il se trouvait, et qu'il n'y soit pas ?» Qu'elle réfléchisse un peu là-dessus. « Non, dit-elle. » Ils laissèrent retomber les effets de la réponse négative. Puis elle ajouta « Presque jamais. »« Maman, ça m'est arrivé à moi, » lui dit Jack. « Il y avait toujours une explication, tu le sais bien. Mon père, et tu es bien placé pour le savoir, était plutôt doué pour expliquer les choses, surtout les trucs difficiles à piger. Il était très fort pour ça. C'est entre autres pour cette raison qu'il était un si bon impresario. » Lily resta silencieuse. « Bon, maintenant je sais où il allait, » dit Jack. « J'y suis déjà allé aussi. J'y étais ce matin. Et si je retourne là-bas, j'ai une chance de te sauver la vie. »« Ma vie n'a pas besoin d'être sauvée ni par toi, ni par personne, » dit-elle d'une voix sifflante. Jack baissa les yeux sur son assiette dévastée et marmonna quelque chose. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-elle durement. « Je dis que je ne suis pas d'accord. Et si je te demandais comment tu comptes me sauver la vie, comme tu dis ? » Je ne pourrais pas te répondre, parce que je ne comprends pas encore tout moi-même, pour l'instant. Maman, de toute façon, je manque l'école. Donne-moi une chance. Je serai peut-être parti qu'1 semaine. Elle haussa les sourcils. Peut-être plus, reconnut-il. Je pense que tu es complètement cinglé, dit-elle. Mais il vit bien qu'elle avait envie de le croire, et ses paroles suivantes en furent la preuve. Au cas où je serais assez folle pour te permettre de partir pour cet endroit tellement mystérieux, peux-tu m'assurer que tu ne seras pas en danger ? Papa revenait toujours, fit remarquer Jack. Je préfère risquer ma vie que la tienne, dit-elle. L'évidence de ce qu'elle venait de dire pesa lourdement entre eux. Je t'appellerai chaque fois que je le pourrai, dit-il enfin. Mais ne t'inquiète pas si tu ne reçois pas de coup de fil pendant 2 semaines. Je ferai comme papa, je reviendrai. C'est une véritable histoire de fou, dit-elle. Et je ne m'exclus pas. Comment vas-tu faire pour aller là-bas ? Et où se trouve cet endroit ? Tu as assez d'argent ? J'ai tout ce qu'il faut, dit-il en espérant qu'elle ne revienne pas aux 2 premières questions. Le silence s'étirant indéfiniment, il finit par lui dire « Je pense que je voyagerai la plupart du temps à pied. Je ne peux pas t'en dire plus, maman. »« Jack la Vadrouille, dit-elle. J'arrive presque à te croire. »« Oui, dit-il, crois-moi. » Il hocha la tête en pensant
Tu sais peut-être des choses que la reine sait, et c'est pour ça que tu ne résistes pas davantage. Tu as raison de me croire, puisque c'est vrai. C'est ça qui est bien. Bon, eh bien, puisque tu dis que de toute façon tu iras, en effet, tout ce que je pourrais ajouter est sans importance. » Elle le regarda courageusement. « En fait, c'est très important. Je le sais. Mon chéri, je veux que tu reviennes le plus vite possible. Tu ne pars pas tout de suite, de toute façon. »« Si, maman. » Il respira profondément. « Il faut que je parte maintenant, dès que je t'aurai quitté. » « J'arrive presque à croire à cette histoire de fou. Tu es bien le fils de Phil Sawyer. T'aurais pas une petite copine là-bas par hasard ?» Elle lui lança un regard inquisiteur. « Non ? Pas de petite copine ? D'accord. Sauve-moi la vie. Vas-y, file !» Elle agita la tête et Jack eut l'impression de voir ses yeux briller intensément. « Si tu dois partir, va-t'en maintenant, Jackie. Appelle-moi demain. »« Si c'est possible, dit-il en se levant. Si c'est possible, évidemment. Excuse-moi. » Elle baissa les yeux mais ne regarda rien. Des taches rouges illuminèrent ses pommettes. Jack se pencha pour l'embrasser mais elle l'éloigna d'un geste. La serveuse les regardait comme s'ils étaient deux acteurs en train de jouer une scène. En dépit de ce que sa mère venait de lui dire, Jack craignit que le niveau de son incrédulité eût quelque peu baissé, et qu'il fût maintenant aux environs de 50%, ce qui signifiait que Lily ne savait plus que croire. Elle le regarda à nouveau, et il revit l'éclat fiévreux briller dans ses yeux. La colère, les larmes. « Sois prudent, dit-elle, et elle fit signe à la serveuse. « Je t'aime, dit Jack. Tu choisis bien ton moment. » Maintenant elle souriait presque. « File, Jackie, va-t'en avant que je m'aperçoive que je fais une bêtise. »« Je suis parti, dit-il. » Il fit demi-tour et sortit du restaurant. Il avait l'impression d'avoir un étau autour de la tête, comme si les os de son crâne étaient devenus trop grands pour leur habitacle de chair. La lumière jaune et vive du soleil l'éblouissait. Jack entendit la porte du salon de thé se fermer aussitôt après le tintement de la sonnette. Il cligna des yeux, traversa l'avenue de l'embarcadère sans prendre garde aux voitures. Arrivé sur le trottoir d'en face, il se rendit compte qu'il lui fallait retourner à l'hôtel pour chercher des vêtements. Sa mère n'était toujours pas sortie du salon de thé lorsqu'il poussa la grande porte de l'Alhambra. En le voyant, le portier recula en lui décochant un regard sombre. Jack ressentit l'émotion qui bouillonnait dans cet homme, sans se rappeler pourquoi il réagissait devant lui avec tant de force. La conversation avec sa mère, finalement plus courte qu'il ne l'eût pensé, semblait avoir duré des jours. Autrefois, sur l'autre bord du gouffre du temps qu'il avait passé dans le salon de thé, il avait traité le portier d'ignoble salaud. Devait-il s'excuser ? Il ne se rappelait même plus ce qui l'avait mis en rage contre ce type. Sa mère avait accepté de le laisser partir. Elle l'avait autorisé à faire ce voyage, et en traversant la croix de feu du regard du portier, Jack comprit enfin pourquoi. Il n'avait pas mentionné le talisman explicitement, mais l'eût-il fait, eût-il mentionné l'aspect le plus dément de sa mission, qu'elle l'aurait accepté également. Et s'il lui avait dit qu'il rapporterait un papillon d'1 mètre de long pour le rôtir au four, elle aurait accepté de manger le papillon rôti. Elle se serait moquée d'elle-même, mais elle l'aurait accepté. Le fait qu'elle se raccrochât à de tels fétus de paille montrait bien l'ampleur de son angoisse. Mais en partie seulement, car au plus profond d'elle-même, elle savait que ces prétendus fétus de paille étaient en réalité des briques. Elle lui aurait donné l'autorisation de partir parce qu'au plus profond d'elle-même, elle connaissait l'existence des territoires. Est-ce qu'il lui arrivait de se réveiller la nuit avec le nom de Laura de Losiane dans l'esprit ? Une fois dans sa chambre, il fourra au hasard des vêtements dans son sac à dos, tout ce qui lui tombait sous la main et qui n'était pas trop volumineux. Quelques chemises, des chaussettes, un chandail, un short. Jack roula une paire de jeans qu'il ajouta au reste. Puis, craignant que ce fût trop lourd, il enleva presque toutes les chemises et les chaussettes. Le chandail aussi. Au dernier moment, il pensa à la brosse à dents. Puis il glissa les courroies du sac sur ses épaules pour en estimer le poids. Ça allait. Il se sentait capable de marcher toute la journée avec ses quelques kilos. Il resta immobile un moment. Il lui manquait quelqu'un à qui dire adieu. Sa mère ne reviendrait pas avant d'être certaine qu'il fût parti. Si elle le voyait maintenant, elle lui donnerait l'ordre de rester. Il ne pouvait tout de même pas prendre congé de ces 3 pièces anonymes, comme il l'eût fait d'une maison qu'il aimait. Les chambres d'hôtel acceptaient les départs sans émotion. Il finit par aller près du téléphone, et sur le bloc de papier pelure, imprimé d'un dessin représentant l'Alhambra, il écrivit avec le petit crayon émoussé, destiné à cet effet,
les 3 seules choses qu'il avait à dire. Merci, je t'aime, à bientôt. Jack descendit l'avenue de l'embarcadère sous le pâle soleil septentrional en se demandant à quel endroit il basculerait de l'autre côté. C'était bien le mot. Et aussi s'il devait revoir une dernière fois Speedy avant de passer dans les territoires. Cela paraissait une nécessité. Il savait si peu de choses sur le lieu où il se rendait, sur les gens qu'il risquait d'y rencontrer, sur ce qu'il allait y chercher. « Ça ressemble à une boule de cristal. » Était-ce là le seul renseignement concernant le talisman que Speedy avait décidé de lui donner? Ça, et la recommandation de ne pas le laisser tomber. À l'idée de ce manque notoire de préparation, Jack se sentit presque mal. C'était comme s'il devait se présenter à un examen sans avoir jamais suivi un cours. Il avait le sentiment qu'il pouvait décoller de l'endroit même où il se trouvait, tant il était impatient d'entreprendre son voyage, de s'en aller, de bouger. Il comprit qu'il lui fallait être dans les territoires. Le filet lumineux de cette nécessité brillait avec éclat dans l'enchevêtrement de ses émotions et de ses désirs. Il éprouvait le besoin de respirer l'air de là-bas. Les territoires, avec leurs longues plaines et leurs massifs de montagnes basses, leurs champs d'herbes hautes et les fleuves étincelants qui les traversaient, l'appelaient. Jack était physiquement envahi par la nostalgie de ce paysage. Et il aurait volontiers sorti la bouteille de sa poche pour boire, sans plaisir, une gorgée de l'écœurant breuvage, s'il n'avait vu à cet instant l'ex-propriétaire de la bouteille accroupi contre un arbre, les mains croisées sur les genoux. Un sac de papier brun était posé à côté de lui, et sur le sac, un énorme sandwich qui lui avait tout l'air d'être au saucisson de foie et aux oignons. « Je vois que tu es sur le départ, » lui dit Speedy en souriant. « Alors, ça y est, tu pars ? T'as fait tes adieux ? Ta mère sait que tu seras absent pendant un bout de temps ?» Jack hocha la tête, et Speedy lui tendit son sandwich. « Tu n'as pas faim ? Il est trop gros pour moi. »« Je viens de manger, » lui répondit le garçon. « Je suis content de vous voir avant de partir. Je voulais vous dire au revoir. »« Je vois que mon petit copain le fait au train, » dit Speedy. « Il a comme qui dirait envie de se remuer. »« Speedy ? » ?»« Mais j'ai apporté quelques trucs que tu dois prendre avec toi. Tu veux voir ce que c'est ?»« Speedy !» L'homme fit un clin d'œil à Jack. « Saviez-vous que mon père m'appelait Jack la Vadrouille ?»« Oh, j'ai dû entendre ça quelque part, » dit Speedy en souriant. « Viens donc voir ce que je t'ai apporté. Et il faut aussi que je t'explique ce que tu dois faire en arrivant là-bas, hein ?» Soulagé, Jack traversa le trottoir et s'approcha de l'arbre de Speedy. Le vieil homme posa le sandwich sur ses genoux et fouilla dans le sac en papier. « Joyeux Noël !» dit-il en lui tendant un vieux bouquin fatigué. Jack vit que c'était un vieux guide Rand McNally, comportant des cartes routières. « Merde !» dit Jack en prenant le livre. « C'est que là-bas, il n'y a pas de cartes, » expliqua Speedy. « Alors, vaut mieux que tu suives les routes de ce brave vieux guide Rand McNally. Au moins, tu sauras où tu vas. »« D'accord, » fit Jack, et il fit glisser le sac à dos de ses épaules pour pouvoir y mettre le gros bouquin. « Il y a encore autre chose que tu n'es pas obligé de ranger dans ce machin que tu as sur le dos, » dit Speedy en posant le sandwich sur le sac en papier et en se levant d'un seul mouvement délié. « Ça, tu peux le mettre dans ta poche. » Il plongea la main dans la poche gauche de sa chemise et en retira, coincé entre l'index et le médius, comme les taritounes de Lily, un objet triangulaire que le garçon mit un moment à reconnaître. C'était un médiator de guitare. « Prends ça, et garde-le soigneusement. Il faudra que tu le montres à quelqu'un là-bas, à une personne qui t'aidera. » Jack retourna l'objet entre ses doigts. Il n'en avait jamais vu de pareil, en ivoire, incrusté d'un motif en filigrane représentant une espèce d'écriture non terrestre. Un très bel objet, mais un peu trop lourd pour être utilisé comme plectre. « Quelle personne ?» demanda Jack, en glissant le médiator dans sa poche de pantalon. « Il a une grande cicatrice sur le visage. Tu le rencontreras très vite. C'est un garde. En fait, il est capitaine des gardes extérieurs. Et c'est lui qui t'emmènera voir la dame que tu dois voir. Celle que tu dois voir absolument. C'est la deuxième raison de ton voyage. Et mon copain le capitaine, quand il saura pourquoi t'es là-bas, il se débrouillera pour te conduire à elle. »« Cette dame, » commença Jack. « Oui, » dit Speedy. « Tu as pigé. »« C'est la reine. »« Regarde-la bien, Jack. Tu verras ce que tu verras quand tu la verras. Tu verras ce qu'elle est. Tu comprends ? Et quand tu l'auras vue, tu pourras partir vers l'ouest. » Debout devant Jack, Speedy le regardait d'un air grave,
comme s'il n'était pas sûr de le revoir un jour. Puis tout son visage se contracta, et il lui dit « Évite le vieux Blot. Méfie-toi de lui et de son double. Ce fumier de Blot peut découvrir où tu es, si tu ne fais pas gaffe. Et s'il le sait, il te suivra à la trace comme un renard qui poursuit une oie. » Speedy plongea les mains dans ses poches et regarda à nouveau Jack, comme s'il cherchait quelque chose à ajouter. « Trouve le talisman, fiston, conclut-il. Trouve-le et ramène-le. Ça va être une sacrée galère. Mais il faut que tu sois plus fort que la galère et que tu assures comme un chef. » Jack était tellement concentré sur ce que disait Speedy qu'il l'écoutait en clignant des yeux. Un homme avec une cicatrice, capitaine des gardes extérieurs, la reine, Morgan Sloat qui le poursuivait comme un rapace, dans un endroit dangereux, à l'autre bout du continent. Une galère. « D'accord, » dit-il, en souhaitant soudain être encore avec sa mère dans le salon de thé. Speedy lui fit un sourire en coin, plein d'affection. « Eh oui, mon pote Jack Lavadrouille est un gars super. » Le sourire s'accentua. « Il est temps de boire un petit coup de potion magique. Qu'est-ce que t'en dis ?»« Oui, je crois, » dit Jack. Il sortit la bouteille sombre de sa poche et dévissa le bouchon. Il leva une fois encore les yeux sur Speedy, dont le regard pâle plongea dans le sien. « Speedy te donnera un coup de main chaque fois que ce sera possible. » Jack hocha la tête, battit des paupières et porta le goulot à ses lèvres. Un spasme involontaire lui ferma le gosier quand il sentit l'odeur écœurante et sucrée. Il leva la bouteille et le goût de l'odeur lui remplit la bouche. Son estomac se contracta. Il avala le liquide âpre et brûlant qui se répandit dans sa gorge. Avant même d'ouvrir les yeux, Jack sut, à la richesse et à la légèreté des odeurs qui parvenaient jusqu'à lui, qu'il avait basculé dans les territoires. Odeur de chevaux, d'herbe, de poussière, un étourdissant fumet de viande crue, la senteur même de l'air pur.